Salut Maxime, Salut Marwan. comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien. depuis la Alors dernière fois. Maxime, tu as 37 ans, tu vis à l'île Maurice avec ta famille, tu es cofondateur de BMS International depuis 5 ans maintenant. Ça te fait rire de dire international. International. C'est vrai que le mot international, bah, c'est bien, il apporte cette grande dimension. Et du coup, tu as créé cette entreprise avec ton frère jumeau Benjamin. Vous créez et distribuez, si je ne me trompe pas, des marques via des plateformes e-commerce, c'est ça? Est-ce qu'on peut citer un nom? Oui, bah, notre plus grosse marque dans la literie, donc c'est Dreamzy. On a une marque Zenacolor dans le loisir créatif que vous pouvez retrouver essentiellement sur Amazon. Donc vous pouvez aller voir. Ok, On reviendra dessus tout à l'heure, mais ouais, on a plus d'une quinzaine de marques. ok. Voilà. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à Super. l'heure. Donc, Maxime, vous faites actuellement plus de 1,5 million ventes par an pour un chiffre d'affaires de 40 millions approximativement. Et vous êtes une équipe de une cinquantaine de personnes, c'est bien ça? C'est ça. Et tu nous dis sur ton site, c'est ce qui est noté, que vous connaissez une croissance exponentielle et ce, sans lever de fonds. Waouh! Vraiment, moi, là, je suis couac. Mais du coup, Je ne sais concrètement, pas cette expression. Je suis quoi? On va citer quoi moi non plus, je ne la connaissais pas, je ne sais pas, elle est sortie naturellement. Du coup, mais c'est quoi ton histoire personnelle? Je sais pas, est-ce que tu as fait des études particulières pour avoir fait ça? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur ou est-ce que tu es passé par une phase d'abord de salariat classique? Voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de comment a commencé cette aventure? Ok, donc pas mal de questions dans ta question, mais ouais, pour retracer un peu les origines et nos débuts. Donc non, on n'a pas toujours fait ça. Nous, on a fait à peu près 8 ans de salariat. Tous les deux, on était ingénieurs de formation, alors, domaine un petit peu différent, mais voilà, on a fait ingénieur du coup dans des domaines techniques. Moi, j'étais dans la chimie, lui dans la pétrochimie. Et voilà, c'est au bout de 8 ans à peu près qu'on a décidé de monter ce qui est devenu maintenant BMS. Donc, on a commencé en parallèle de notre job. En parallèle de notre vie de famille, on avait des enfants tous les deux en bas âge, donc les débuts étaient assez sportifs. Et progressivement, voilà, ça a pris, on a investi tous nos profits dans des nouveaux produits, dans le recrutement de nouvelles personnes, et voilà comment on est arrivé un peu là maintenant. Un peu synthétique, mais en tout cas, on ne vient pas du tout du domaine de l'e-commerce ou du marketing, de la vente. On s'est vraiment formé à ça au fur et à mesure, quoi. D'accord. Est-ce que tu n'as pas une petite anecdote à nous raconter pour le début? Parce que sur votre site, en tout cas, Ouais, il y en vous a. racontez cette histoire d'un outil ou d'un ustensile de cuisine voilà, qui était de mauvaise qualité. Oh, des anecdotes, j'en ai des milliers là. Mais celle-là, je pense qu'elle peut intéresser ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui a créé peut-être ce petit déclic de dire, parce que je crois que votre marque de fabrique, c'est de dire, on fait de la qualité accessible au niveau prix. Ouais, c'est surtout, ouais, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est on regarde des produits qui se vendent bien, mais pour lesquels les clients ne sont pas forcément super satisfaits. On a la chance, notamment grâce à Amazon, c'est qu'on peut voir tous les commentaires négatifs des clients. Donc voilà, on va regarder des produits qui se vendent bien, mais pour lesquels les clients ne sont pas super contents. Et c'est comme ça qu'on sort nos produits. Donc effectivement, on a plein d'anecdotes en tête, mais un de nos premiers produits qu'on avait lancé, c'était des gants en silicone pour la chaleur. Et c'est vrai que moi, je m'étais brûlé une fois avec des sortes de gants en silicone qui sont très bien parce que du coup, c'est facilement nettoyable, mais ça ne résistait pas super bien à la chaleur. Et un des premiers produits qu'on a voulu faire, c'est des gants en silicone qui étaient plus épais que la moyenne et qui pouvaient durer beaucoup plus dans le temps. Voilà, c'est des exemples tout bêtes. C'est vrai que c'est souvent une bonne idée de partir des frustrations du quotidien et de voir comment on peut l'améliorer. Il y a plein de nos produits, c'est pas non plus des évolutions, mais ça va juste apporter le petit truc ou je sais pas, un petit accessoire qui va faciliter le nettoyage d'un produit ou d'un ustensile de cuisine. Juste ça fait toute la différence. Par exemple, je sais pas, un économe ou une mandoline, ça peut être très bien, mais si derrière c'est une galère à chaque fois qu'on la nettoie, ça va être compliqué. Donc si juste on a le petit accessoire qui va faire la différence, ça change déjà tout le produit et surtout l'expérience client. D'accord. Mais ça a commencé à ce moment-là, l'envie d'être entrepreneur, quand vous avez rencontré ce genre de situation? Ou ça a toujours sommeillé en vous?
c'est toujours, je pense, un peu sommeillé en nous. Alors après, nous, on avait fait des études, on était bon à l'école, bon, on ne savait pas trop quoi faire, on était plutôt bon en sciences, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est orienté vers des études d'ingénieur et qu'on a fini dans ça. Mais c'est vrai qu'on avait toujours eu ce côté un peu business, même si on n'avait pas fait d'études dans ce domaine-là. Alors, plus que le côté business, on avait toujours ce côté un peu joueur. Pas un peu, ceux qui nous connaissent, c'est dire qu'on est des gros joueurs, donc on a toujours fait beaucoup de jeux de société, même des jeux en ligne. Au début de l'e-sport, on a fait aussi des compétitions en ligne, donc ça c'est pour le côté geek. Et voilà, on a toujours été très joueurs, très aussi compétiteurs. Et finalement, ce qu'on dit souvent maintenant, l'entreprise, c'est un peu un jeu de société ou un jeu grandeur nature. Sauf que là, le score, c'est dicté par le PNL et du coup les résultats de la boîte. Du coup, ouais, nous, c'est un peu notre jeu de société qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est pour ça Mais que la c'est plutôt pression, cool. elle n'est pas la même quand on joue dans un jeu de société et quand on joue. Bon, ça dépend. En jeu de société, je suis d'accord, mais la pression, tout ce qui est jeu, on va dire e-sport, vraiment où il y a une compétition en ligne, il y a aussi des grands moments de pression. Là, je voyais aussi, on s'est mis pas mal récemment aux échecs, et donc on peut se dire, ouais, c'est tranquille, mais en fait, non, il y a aussi une grosse pression, et finalement, dans le business, bien sûr qu'il y a des personnes, bien sûr que c'est l'argent en jeu, mais on n'a jamais ressenti une pression qui est beaucoup plus forte. Et non, un gros match, que ce soit dans le sport, dans l'e-sport ou autre, c'est aussi beaucoup de pression. Donc non, je dirais pas que c'est beaucoup plus de pression le business. Ouais. D'accord, ok. Donc vous n'avez pas toi ou ton frère, une méthode particulière pour gérer le stress, la pression? Alors nous, on n'a jamais été très stressé de base, donc non, on n'est pas trop stressé facilement. Je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que oui, on prend du recul. Finalement, c'est juste un jeu. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des personnes derrière, on a des clients à satisfaire, mais on n'a pas de méthode particulière, juste prendre du recul, profiter de chaque instant. Et puis, notre méthode, si on en a peut-être une, c'est qu'à chaque fois, on considère tous les échecs comme une leçon. Du coup, c'est pas grave qu'on a plein de leçons, mais on dit on a eu beaucoup d'échecs, mais on apprend énormément et peut-être que cette année, peut-être que ce mois-ci c'était très difficile, on a des résultats largement en dessous de nos objectifs, mais si derrière on a appris des choses, c'est OK. Et aussi, on sait très bien qu'il n'y a aucun business qui arrive à croître de manière très forte sans rencontrer plein de problèmes. Donc à D'accord. partir Donc de vous ce en avez rencontré moment-là, beaucoup des problèmes depuis la création? moi, je pense comme tout le monde qui crée quelque chose. Ce que je dis souvent, si c'était facile et qu'il n'y avait pas de problème, tout le monde le ferait. Donc non, c'est que c'est difficile, c'est qu'il y a plein de challenges. Et voilà, je pense que n'importe qui a monté une boîte, peu importe la taille, rencontre des problèmes. Après, c'est juste le mindset par rapport à ça. Et nous, on a toujours eu ce mindset, ça c'était une force de se dire, des problèmes, on va en avoir plein. C'est pas parce que plus ça grossit, plus ça va être facile. Il y aura d'autres types de challenges. Et ça fait partie du jeu. Donc après, soit t'aimes pas les challenges et t'aimes pas tous les coups durs, dans ce cas-là, tu fais autre chose, soit t'adores ça et tu continues, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer la plus grande galère qui te vient à l'esprit que vous avez pu rencontrer depuis le début de votre aventure? Bon, il y en a pas mal. Alors après, il y a des cas de produits, je sais plus, je me souviens tout au début, on vendait des presses citron, donc c'est notre marque Twinsy. Et c'est vrai qu'une fois, donc on recevait les produits avant pour contrôle qualité chez nous. Et alors c'était même pire que ça, c'est une anecdote. Donc c'était notre maman qui recevait à l'époque les produits, parce que nous on travaillait encore. Et elle reçoit les produits et elle m'appelle en stress, parce que je travaillais encore à l'époque, en disant attention Maxime, je crois j'ai fait une boulette, il y a le chauffeur du PS qui est arrivé, j'ai pas mis de réserve. Et il y avait, je crois, 1000 ou 2000 presses citron, donc c'était une grosse livraison. Et tous les cartons étaient abîmés et mouillés. Donc le produit était invendable, on ne pouvait surtout pas l'envoyer à la vente comme ça. Et du coup, ça représentait une belle somme à l'époque. On a appelé notre fournisseur, on lui a demandé de renvoyer des packaging. Et je crois, c'était au moment de Noël, en famille, super moment en famille, on a fait des packaging de 2000 presses citron. Donc comme ça, sur la table, à déplier, à en faire. On avait la chance, le presse citron était en aluminium. Du coup, on avait pu gérer. Mais sur le moment, c'était pas super sympa. Mais ça reste un bon moment et finalement on a appris et du coup on a revu notre process par la suite pour éviter que ce genre de mésaventures arrive. Mais ça c'est sûr que c'était un peu chiant, surtout que ça représente un gros montant. Il y avait une saisonnalité aussi Noël qui approchait, donc c'est vrai que c'était un petit peu stressant. Mais Ah là, c'est une belle histoire. ça j'en ai des dizaines et des dizaines. Ah, j'en veux une autre. Allez. Une autre. Oh, qu'est-ce que je pourrais... D'ailleurs, le fournisseur qui vous a renvoyé les emballages, il vous a fait payer les emballages? Non, parce que pour le coup, c'était un peu de sa faute. C'est-à-dire qu'il y avait eu bon, je ne vais pas rentrer dans le D'accord. détail, mais
c'était un peu de sa faute. Le transporteur, la bâche s'était envolée, c'est pour ça que ça avait été mouillé dans le transport et du coup, je crois qu'ils ne nous avaient pas fait payer. D'accord. Donc, c'est comme ça. Mais voilà pour cette petite anecdote. Ok. Bon, c'est pas trop gênant parce que c'est quelques heures, quelques journées qui Oui. passent. Ce qui peut être plus stressant quand on commence le business, plus si on a un gros problème sur un produit ou un gros investissement et que là ça ne marche pas, c'est sûr que là ça peut mettre en péril un peu toute l'activité. Maintenant on peut accepter des échecs sur des produits, c'est vrai qu'on s'arrive tout au début, c'est compliqué. Et ouais, on a eu quelques-uns au début, on avait un super produit qui marchait bien et qui était tendance, qui n'était pas breveté en Europe, qui était juste breveté aux États-Unis. Donc nous on s'est dit c'est ok, ça passe. Et pile au moment où on passe, ça cartonne, on passe une réappro, ça arrive en Europe. Et derrière, le brevet vient d'être déposé à l'international. Du coup, on ne pouvait plus le vendre. On se retrouve avec le gros stock de produits. Je ne sais plus combien c'était, 20 000 euros, je crois, à l'époque. C'était énorme. Du coup, bon, bah, voilà. Donc, soit on se dit, bon, bah, c'est fini, on met la clé sous la porte. Soit on se dit, bah, ok, comment on va pouvoir s'en sortir et trouver une solution à ça. Et on a trouvé une solution. On a réussi à écouler les produits. Alors, on les a perdus, hein, mais on les a pas revendus. Mais on les a écoulés dans notre cercle proche. Et puis, on a rebondi sur d'autres produits. Et voilà. D'accord. Donc quand vous rencontrez un problème, en général, vous faites quoi? Vous vous réunissez entre vous, tu réunis d'autres personnes de l'équipe, vous faites quoi? Vous avez des outils pour essayer de solutionner ça? Comment vous faites? Alors, ça a pas mal évolué forcément au début où on était deux et maintenant une cinquantaine de Et personnes. tu peux nous dire au début comment c'était pour solutionner un problème et maintenant comment c'est? Non, bah, au début c'était le plus simple. Aussi on n'était que deux, donc voilà, on se faisait un petit quick meeting. Nous ce qui était important dès le départ, et ça n'a pas changé, on avait cette culture de l'action corrective, c'est-à-dire bien trouver la cause racine et pour être sûr que ça ne se reproduise pas et pas juste faire une petite quick fix où on va gérer le problème, mais en fait il va pouvoir revenir. Donc, par exemple, voilà, les presses citron qui étaient arrivées complètement mouillées, le quick fix, c'est bon, comment on va gérer ça? Je recommande, ça arrive et puis voilà, c'est fait. Mais ça, c'est juste du curatif. Pour être sûr, c'est comment s'assurer que derrière, ces packaging-là ne pourraient plus arriver trempés comme que ça a pu l'être. Donc là, c'est plus une action de fond avec le fournisseur pour que je change sa méthode de transport de nos produits. Voilà. Et du coup, dès le départ, à chaque fois, on se posait la question, ok, ça, comment on gère l'urgence, mais après, derrière, comment on évite que ce problème-là puisse réapparaître. Et bah, c'est un peu ce qu'on continue de faire maintenant, sauf qu'il y a plusieurs équipes qui sont impactées, mais on essaye toujours d'avoir en tête la cause racine et être sûr que la cause racine, elle est adressée. Là, tu vois, on a eu un petit problème sur un produit il y a quelques jours, et voilà, on a fait un quick meeting vite pour gérer l'urgence. Bon, il y a un produit qui était dans plusieurs langues, c'est un jeu de société, donc c'est un peu gênant quand c'est pas la bonne langue, et ça, il y a eu un mix, et du coup, c'est pas la bonne langue qui a été envoyée. Donc forcément, c'est l'horreur. Du coup, voilà, il y a le curatif qui est comment je gère actuellement, je bloque les pages de vente des produits, je ressors les produits, je fais réétiqueter, etc. Mais après, c'est surtout comment modifier nos process internes pour être sûr que ce stock-là, voilà, ça ne peut plus arriver parce qu'on a un double check interne. C'est pas juste je traite l'urgence du moment. D'accord. Donc là, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue que vous avez industrialisée en fait au fur et à mesure. Après, on n'invente rien. Moi, quand justement j'étais ingénieur, je bossais aussi dans ce qu'on appelle système de management de la qualité. Et c'est vrai que ça fait partie les ISO 9001, ça rappelle ma jeunesse, mais voilà, c'est tout ce qu'on appelle le système de management de la qualité ou l'environnement. L'idée, c'est justement de s'assurer qu'il y a des actions correctives qui sont en place et dès qu'il y a un incident ou une réclamation client, voilà, on a toujours du coup eu un peu ce truc plus long terme pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. D'accord. Donc la route d'Eming, c'est... Ah voilà, tu connais aussi, d'accord. Quand même, c'est un peu notre travail chez Bistime, hein. D'accord. C'est d'accompagner les entrepreneurs à mettre en place des systèmes d'amélioration, d'organisation. Du coup, on avait parlé dans la précédente interview, mais effectivement, le fait d'avoir été dans ce mode ingénieur, système de management, etc., c'est vrai qu'on a eu, c'était une de nos forces peut-être par rapport à d'autres entreprises qui débutent, c'est qu'on avait vachement cette connaissance de la partie indicateurs, actions correctives, amélioration continue, tout ça on l'avait déjà un peu ancré parce qu'on l'avait vu dans nos boîtes respectives par le passé. D'accord. Donc vous aviez déjà une conscience forte de l'utilité de processer les choses, d'essayer d'améliorer en permanence, de cibler, comme tu disais, l'urgent de la tâche de fond. Ça, c'était un petit peu votre formation de base. Ouais, c'est ça. C'est pour ça des fois on dit ça ne sert à rien parce qu'on va faire
de la chimie versus sortir un jeu de société ou un ustensile de cuisine, il n'y a à peu près rien à voir. Mais effectivement, c'est sûr que c'est un plus. Avec le recul, on se dit, ah bah, c'était pas pour rien qu'on a fait ça, et peut-être que sans ça, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, quoi. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, j'ai pas fait d'études d'ingénieur, j'ai fait un BTS action commerciale. Mm. Et c'est vrai qu'à l'époque, il nous expliquait les bases de la comptabilité, du marketing, de la communication. Et ça n'avait pas de sens, énormément en tout cas, parce que quand il nous présentait les choses, il nous disait toujours, bah, quand vous allez chercher du travail, vous pourrez travailler dans tel service. Et ce que je me suis rendu compte quelques années après, c'est que maintenant, il nous avait appris à gérer une entreprise. Mais juste le discours qui était derrière, il ne nous préparait pas à être des gérants d'entreprise. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que dès le début, quand vous avez commencé l'entrepreneuriat, vous aviez en tête de faire grandir votre entreprise, de la développer au point de faire travailler plusieurs dizaines de personnes et d'atteindre plusieurs millions de chiffres d'affaires? C'est intéressant comme question. Alors, surtout, je partage du coup ma réponse. Donc, pour être transparent, tout au début, dans l'idée, c'était plutôt, alors on était dans le mode, si on lisait pas mal de livres, développement personnel, la semaine de 4 heures et tout, donc tout au début, on était plutôt en mode, si on arrive à remplacer notre salaire d'ingénieur, ça sera déjà très bien. Et c'était ça notre vision. Alors, c'était quoi votre salaire d'ingénieur à l'époque? Je ne vais pas le dire, c'est confidentiel. Oh là là. Alors, C'est fini ça. Je sais plus, c'était 3 000 euros, quelque chose D'accord. comme ça, quoi. Un peu plus quand même, mais bon, bref, voilà, si on Ok. faisait ça en bossant, pas plus, c'est déjà une grosse victoire, quoi. D'accord. Et c'est peut-être avec le temps que, voilà, quand on a assez rapidement remplacé ce salaire-là, alors je dis rapidement, c'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire pendant très longtemps, on ne s'est pas payé non plus. Donc on faisait les profits qui nous auraient permis de nous payer, mais pendant très longtemps, on a réinvesti tous les profits dans les nouveaux produits. Donc en fait, pendant 2 ans, on n'a pas gagné d'argent. En perso, la boîte faisait beaucoup de profits, mais on avait décidé de ne pas se payer. Et voilà, du coup, mais quand même, on avait vu qu'il y avait un potentiel, que vu qu'on faisait on a fait assez rapidement des profits. Depuis le début, on est profitable, c'est pour ça qu'on n'a pas levé de fonds. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'ai bien compris. Donc au début, en fait, vous aviez des ambitions Voilà, prudentes. prudentes, ce qui était déjà énorme. À l'époque, de dire, on est notre propre patron, on peut gérer notre business. C'était aussi l'idée de, on peut le faire n'importe où. Ça, c'était super important pour nous deux. On avait une Dès le début, c'est intéressant ce que tu dis. Dès le début, vous aviez cette intention de se dire faire quelque chose de n'importe. C'est pour ça quand on regardait des idées un peu business, on en a eu plusieurs, mais voilà, on cherchait principalement des trucs sur le web pour dire ne pas être bloqué à une zone géographique. Et si plus tard on a envie de s'expatrier, si plus tard on a envie de changer de même où on était en France, on avait cette possibilité-là. Okay. Sachant que c'était un peu le boom aussi de tout ce qui était en 2015, tout ce qui était sur le web. Alors, ça fait déjà longtemps, mais en tout cas le boom de l'e-commerce aussi, ça a bien commencé en 2015. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est cool, ça on peut le faire depuis n'importe où, on n'est pas bloqué sur une zone. On a une liberté aussi sur nos journées. Voilà, c'était ça l'ambition au départ. Et après, en fait, on s'est un peu pris au jeu, hein, comme je disais, c'était un jeu pour nous. Et une fois qu'on a atteint une première étape, on s'est dit pourquoi pas grossir et continuer. Et voilà. Mais du coup, on s'est un peu pris au jeu. Je crois, je sais plus, souvent j'avais vu un truc dans Breaking Bad, je crois que c'est à la fin, un moment, le mec, il commence et il se fait ça pour payer ses traitements et tout. Et puis finalement, petit à petit, il se prend un peu au jeu. Et voilà, et puis en fait, il grossit parce qu'il kiffe, quoi. Ce qu'il dit à sa femme, je fais pour toi, je fais pour la famille, je fais pour la famille. À la fin, il dit non, je l'ai fait parce que j'ai kiffé ce que j'ai fait. Donc on n'a pas dealé la drogue, mais l'idée c'est un peu la même. Je pense que petit à petit, on se prend au jeu. Et si c'est cool et qu'on est épanoui là-dedans, pourquoi s'arrêter là, quoi. Et vu qu'on a vachement cette envie à chaque fois d'apprendre, de progresser, quoi de mieux qu'une boîte en croissance qui nous apporte à chaque palier, chaque niveau ses difficultés. Quoi de mieux que ça pour continuer d'apprendre. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression dans ce que j'entends que ce qui vous motive, c'est pas la réussite financière, pas en premier, dans ce que j'entends, c'est de relever les challenges et de… Je sais plus, je crois ce qu'il disait aussi, si vous voulez créer une boîte juste pour l'argent, ça va être compliqué de se motiver grâce à ça. Donc non, nous, ça n'a jamais été… pour l'argent, la preuve, pendant 2 ans, on ne s'est pas payé, donc on a perdu de l'argent par rapport aux anciens salaires. Et même sur tout ce qui est
sorti de dividendes ou de la boîte, on n'a quasi rien sorti depuis le début. Donc on n'a pas un largement meilleur train de vie que ce qu'on avait à l'époque. Parce que c'est pas ça la finalité. Nous, ça nous fait plus kiffer de sortir des nouveaux produits, des nouvelles marques, embaucher des personnes, que aller s'acheter je sais pas, une Porsche ou je sais pas quoi. Génial. Donc, Ok. D'accord. Et du coup, tu me fais faire une bonne transition parce que tu me disais que dès le début, vous aviez pour ambition d'avoir la liberté géographique. C'est pour ça que vous étiez resté un petit peu sur les business web. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, pour la majorité, ce sont des personnes qui ont des business en ligne. Ok. Et une de leurs peurs qu'ils ont, parce qu'on échange beaucoup aujourd'hui avec nos clients, nos prospects, c'est de se dire, si je crée une équipe, notamment des salariés, ce mot-là, il fait très peur. Je vais perdre toutes mes libertés et carrément il se dit bah tiens la bonne solution c'est de travailler qu'avec des freelances. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Non, mais après, au début, c'est sûr. Franchement, les freelances, c'est top parce qu'on n'a pas forcément la visibilité sur ce que le business va devenir et ça peut permettre de gagner une certaine liberté. Après, voilà, ça dépend de vos ambitions. Je pense qu'il n'y a aucun business qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires juste avec des freelances. Parce qu'au bout d'un moment, il faut des personnes sur lesquelles vous pouvez investir, compter sur le long terme. Et en tout cas, je suis convaincu que c'est ça qui peut permettre d'atteindre des nouveaux paliers. D'accord. Voilà. Donc si pour toi, pour atteindre des nouveaux paliers, au bout d'un moment, on doit pérenniser son entreprise en recrutant des gens sur le long terme. Je trouve que oui, ça me paraît mieux. Et après, je suis sûr qu'il y a plein de contre-exemples. Maintenant, il y a des boîtes qui font 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et ils sont full remote. Alors qu'on aurait dit il y a quelques années, c'était complètement impossible. Donc là, il doit y avoir des gens qui font 100 millions avec que des freelances. Mais ouais, là, je ne sais pas, par exemple, un responsable RH, je ne sais pas s'il y a beaucoup de responsables RH qui sont en freelance. Donc si vous avez besoin de structurer, recruter beaucoup de personnes, ouais, ça va être compliqué. Donc non, je pense qu'une équipe, c'est clé parce que vous allez pouvoir vous compter dessus, investir sur le long terme avec, voilà, faire que tout le monde est dans la même aventure. Donc, mais en tout cas, il ne faut pas non plus cracher sur les freelances. Au début, c'est très bien. Et pour revenir à ta question sur les libertés, effectivement, c'est souvent une des remarques des entrepreneurs qui grossissent, qui ont un peu peur de perdre cette liberté-là. Ça dépend ce qu'on entend derrière dans liberté. Moi, je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs. Ils ont 5 freelances ou 6 freelances avec eux sur leur business web. Ils ont l'impression d'être libres parce que la journée, ils peuvent aller au supermarché ou je sais pas quoi, parce qu'ils n'ont pas des horaires de bureau. Mais dans les faits, ils ne sont pas super libres parce qu'ils font encore plein de tâches super chiantes qu'on peut de valeur ajouter parce qu'ils ne les délèguent pas derrière. Donc, oui, si vous créez une équipe, vous avez des bureaux, vous avez plus ou moins des horaires respectés, etc. Donc vous perdez ça en liberté. Mais derrière, vous pouvez aussi déléguer plein de tâches qui ne vous épanouissent pas, qui vous prennent la tête, pour vous focaliser sur des trucs que vous kiffez et qui sont peut-être plus stratégiques. D'accord. Donc ouais, moi je n'ai pas l'impression d'avoir perdu en liberté en ayant recruté des personnes. C'est intéressant ce que tu dis et je pense que ça va faire écho chez pas mal de personnes et notamment si on emploie le terme la charge mentale. Voilà, on va troquer la pseudo-liberté en disant je suis libre totalement parce que j'ai pas de salarié, mais en contrepartie… C'est ça, ouais, ils doivent gérer, mince, c'est à moi de faire les déclarations de TVA, c'est à moi de gérer le transport du produit là que j'ai pas géré, c'est à moi de gérer tel truc. Donc c'est ça, c'est pour ça que la charge mentale ou la liberté c'est différent. Après, c'est sûr que c'est compliqué quand vous avez des employés, des bureaux. Si vous partez à 15h tous les jours, puis après vous dites allez les mecs, il faut bosser, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc là, vous perdez un peu en liberté. Parce que si vous aviez envie de prendre votre après-midi pour aller faire quelque chose, ça va être plus compliqué quand vous avez des bureaux, des employés que des freelances. Mais voilà, encore une fois, vous y gagnez sur d'autres choses. Donc à vous de voir ce qu'on préfère. Et du coup, tu te souviens, c'est qui la première personne que vous avez embauchée en contrat? Pas forcément son nom, mais tu peux nous dire son rôle, Ouais, alors tout au début, donc c'était freelance qui faisait du SAV. Et après, du coup, la première personne qu'on a embauchée, c'était Tom, du coup, qui est toujours là avec nous, qui est responsable marketing. Ah, responsable marketing, le premier embauché. Ouais, alors au début, il ne faisait pas responsable marketing. Donc on l'avait embauché. Il faisait tout. C'est une petite histoire aussi sympa. Ouais, alors, l'idée, c'est qu'on voulait déjà à l'époque, donc c'était 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, développer des nouvelles marques. Qu'on cherchait 2 personnes, aucune pour faire tout ce qui est produits cosmétiques, une marque qu'on a sortie quelques années plus tard.
Et Tom, lui, initialement, c'est pareil, c'était pour développer notre gamme de produits, parce qu'on n'avait pas le temps, on voyait plein d'opportunités. Et historiquement, il devait sortir des paddleboards. Du coup, c'est un ancien collègue à Ben, et quand il est parti, ils m'ont dit Des bon, paddles? paddleboard, tu sais, c'est les stand-up paddle Oui. sur l'eau. Ok, Du coup, on a d'accord. vu que c'était un gros marché, notamment, qui était en plein boom. On s'est dit, bah, ça peut être top. Et alors, là, c'est sans mentir. Donc, premier jour onboarding de Tom, et je crois qu'il a très vite compris qu'il ne ferait jamais de paddleboard. Donc, il s'est commencé à gérer tout le service client, à gérer la partie marketing, des produits et tout. Et du coup, le paddleboard n'a jamais vu le jour. Et il est parti sur plein de trucs opérationnels directs. Il a fait plein de choses aussi dans la boîte. Et quelques années plus tard, c'est en 2021, du coup, c'est il y a peu de temps, il y a 3 mois, on a sorti notre paddleboard aux US. Donc, tu vois, c'est la boucle est Génial. bouclée. Et Tom, il y a été pour quelque chose Et du coup dans le alors, c'est développement pas du... lui qui a censé le produit, mais c'est lui vu qu'il est responsable marketing. C'est lui qui a supervisé toute la page de vente et toutes les photos, les vidéos du produit. Et, ouais. Gros big up à Tom qui a eu son paddle. Très bon paddle Xenacross pour notre marque, qu'on vend que aux US pour l'instant. Xenacross, ok. Ouais, qui est vraiment top. Génial, génial. Ok, très bien. Et après Tom, du coup, là, vous avez quand même continué à croître au niveau chiffre d'affaires, mais aussi au niveau personnel, effectif, et faire travailler tout ce petit monde-là en termes d'organisation du travail, de process. Ça n'a pas été compliqué. J'ai bien compris que vous aviez comme formation tous les deux voilà, d'ingénierie et que c'était plutôt naturel d'aller dans ce Ouais, milieu. attention, je ne dis pas que c'était facile, Voilà. mais peut-être que ça nous a aidé. Mais en tout cas, ça reste quand même des choses complexes et sur le D'accord. management ou les process. Voilà, je veux pas que ça passe en mode c'était super facile pour nous, franchement, aucun challenge, easy. D'accord. Est-ce que tu as senti des paliers de difficulté? Je sais pas. Non, quand on était 5-6 par exemple, hein, j'ai au hasard. Quand on était 5-6, ça va, c'était gérable. J'ai vu que quand on commençait à être 12-13, il fallait agir différemment. Est-ce que tu as ressenti des genres de paliers de difficulté au niveau organisation du travail? Alors, ça organisé un petit peu différemment. Alors, nous, le gros palier, alors, je ne sais pas si c'était un palier, mais on était full remote à l'époque, au début de la boîte, quand on était en France. Et du coup, à la fin, on était 6 ou 7, je ne sais plus. Donc là, c'est sûr que ça commençait, vu qu'il y en avait des gros taux de croissance, etc., ça devenait compliqué à gérer tout à distance, en tout cas pour nous. Peut-être qu'on avait l'habitude de bosser plus dans des bureaux, des choses comme ça. C'est à partir de là qu'on s'est dit, ça serait pas mal d'avoir des bureaux physiques. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas à l'étranger. C'est comme ça qu'on a fini aussi à Maurice. Et ouais, je pense que ça nous a beaucoup aidé d'être tous. C'était au bout de combien de temps ça? Ça, c'était 2018, donc ça faisait un peu plus de 2 ans qu'on avait la boîte. Ok. Et voilà, 2 ans et demi après, qu'on est passé full dans des bureaux à Maurice, dans un beau cadre. Et ouais, ça nous a pas mal aidé, c'est sûr. En tout cas, on sentait le besoin. On parlait de jeu, c'est un jeu grandeur nature, on parle aussi un peu aventure humaine. Et du coup, quand c'est tous à distance, nous, ça nous manquait un petit peu. Alors, je sais que c'est un peu à l'opposé de la tendance actuelle où le full remote, c'est génial, le travail dans les bureaux, c'est nul. Mais ouais, peut-être qu'on est vieux jeu là-dessus, mais nous, on est plutôt très content d'avoir des bureaux, d'avoir tous les gens de l'équipe sur place. C'est pas pour les fliquer, c'est plus voilà, pour partager des moments autres que juste on parle boulot dans les réunions, pouvoir partager des moments ensemble le midi, aux pauses, etc. Faire des team building aussi. Donc ouais, on est Génial. un peu à l'ancienne là-dessus, mais ouais, ça nous a bien À servi. l'ancienne, mais quand même moderne, dans le sens Ouais. où vos bureaux, ils sont quand même propices je sais pas, à libérer un peu son expression, à être soi-même. Tu me donnais la dernière fois l'expression de McDonald's, venez comme vous êtes. J'ai vu des personnes se promener pieds nus Aïe, aïe, aïe. C'est chez interdit. Non, mais BMS. ça me rendait pieds nus. Bon, on avait un pot de départ d'une stagiaire tout à l'heure. Elle me disait, quand même fou, je fais mon pot de départ pieds nus. Et du coup, tu peux nous toucher un mot sur vos valeurs chez BMS et est-ce que c'est important pour vous dans votre entreprise, les valeurs? Ouais, alors je pourrais parler 3 heures dessus. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu le truc bullshit qu'on entend tous les jours, les valeurs d'une boîte et tout. Alors, ça commence notamment dans l'univers un peu start-up, on entend de plus en plus, ouais, c'est super important, etc. Et ouais, nous, quasi depuis le début, ouais, c'est super important pour nous. On a défini plusieurs valeurs et l'idée, c'est quoi? C'est d'embaucher des personnes qui partagent un peu des valeurs communes, un peu, voire beaucoup. C'est-à-dire que voilà, quand on va avoir un business qui grossit, on va avoir plein de challenges à relever. Et le fait d'avoir des valeurs communes, on est convaincu que ça fait que les gens vont mieux travailler ensemble.
parce qu'ils se ressemblent un petit peu, ils partagent des choses communes et du coup c'est plus simple à surmonter les difficultés, quoi. Donc nous les valeurs on en a plusieurs, donc que ce soit par exemple, parce qu'on en a un tiers en créole, un tiers en anglais, un tiers en français. C'est Génial. créole mauricien, donc il y a une valeur qu'on appelle mettre la faïa, donc c'est-à-dire un peu mettre le feu, mais l'ambiance. Ça peut paraître tout bête, mais si on n'a que des gens qui adorent s'amuser, faire la fête et rigoler, finalement, quand il y a des difficultés, on partage au moins ça, et on va toujours avoir une petite blague, même dans le moment difficile, et ça va faire la différence. À l'inverse, si on a quelqu'un qui n'est pas du tout fun et on va faire ça, ça ne va pas marcher. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'une valeur. On a d'autres comme la bienveillance. Là, ici, on est dans la salle ambitieuse, donc c'est Oui. l'humilité et l'ambition en combiné entre les deux. Si on a des super résultats ou ça commence à être difficile et qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour atteindre leur target et leurs objectifs, quitte à marcher sur les autres ou autres, tout de suite ça va détonner. Le fait que tout le monde dans l'équipe est ultra humble, ça fait que on arrive à progresser, à se remettre en question aussi. Là où ce serait plus compliqué, si derrière on avait des gens qui étaient un peu moins humbles. Ça ne veut pas dire que c'est des choses universelles, nos valeurs, mais en tout cas on a essayé de définir ce qui nous correspondait le plus. Ça part souvent quand même à des fondateurs. Et après voilà, si tout le monde partage un peu ces trucs-là, on est convaincu que c'est beaucoup plus simple de relever les challenges, c'est plus simple de recruter, de manager, bref. D'accord. On est assez focus dessus maintenant, donc on va recruter dessus. C'est-à-dire que beaucoup de questions lors de nos entretiens sont orientées sur les valeurs de la boîte. On va évaluer aussi les personnes en plus de leurs objectifs individuels qu'ils peuvent avoir sur ces valeurs-là. Est-ce que, ça peut paraître bizarre, si on met la faïa, ok, sur cette année, sur les 6 mois, est-ce que tu es dedans ou est-ce que tu n'es pas dedans? Et clairement, si là-dessus, la personne ne participe à aucune activité, elle ne vient jamais au team building, elle ne participe pas du tout à la vie de la boîte, on ne peut pas dire que c'est un top performer. Et du coup, on va discuter avec cette personne de cet écart et pas juste de l'écart par rapport à l'atteinte d'objectifs professionnels. D'accord. Ok. Super Voilà. intéressant. Du coup, ça fait autant partie du process de recrutement, de onboarding, le moment où vous intégrez les collaborateurs, et ensuite dans D'évaluation. d'évaluation managériale, et les valeurs reviennent tout le temps. Ok. On essaie, puis tu vois, c'est même le titre, le nom des salles de réunion, comme ça on s'en souvient. Donc c'est pas pour faire lavage de cerveau, mais voilà, c'est justement pour ne pas oublier un peu ce qui nous fait, ce qui nous distingue aussi de la concurrence, ce qui est nos forces. Et voilà, on va être très vigilant sur un peu le respect de ces valeurs-là et voir ce que les comportements des employés tous les jours représentent ça. Alors, les valeurs peuvent évoluer au fur et à mesure du temps, mais nous, on essaye que ce soit notre socle commun pendant justement toutes ces phases un peu de challenge qui peut y avoir. Au moins on sait qu'on a ça, quoi. D'accord. Super. Et du coup, concrètement aujourd'hui, c'est quoi ton rôle? Parce qu'avant, tu étais là, tu regardais, tu faisais l'opérationnel, quoi. Tu cherchais des produits, tu allais lire les commentaires pour voir quels produits vous alliez pouvoir renouveler, enfin, ou réinventer. Et il s'est écoulé 5 ans. Maintenant, il y a Donc là, tu te demandes ce que je fais, quand même. Voilà, c'est ça. Je me le demande aussi, des fois. Alors, c'est sûr que ça a bien évolué avec le temps. C'est logique, chaque étape du business, ça évolue. Forcément, comme tout fondateur au départ, c'est énormément d'opérationnel parce qu'il faut tout faire, que ce soit du SAV, que ce soit des pages de vente, trouver les produits, négocier avec les fournisseurs, aller faire des salons, etc. Et là, c'est sûr que ça a pas mal évolué avec le temps. Maintenant qu'on a des équipes, on a aussi des managers de chacune de nos équipes. Et voilà, on a délégué tout ce qui n'était pas forcément notre zone de génie à des personnes plus compétentes, on va dire. Voilà, là, on est mauvais, on refile. Et non, maintenant, c'est beaucoup plus le truc stratégique, ça veut un peu tout rien dire. Maintenant, notre rôle, c'est vraiment on a toujours ce rôle de conseil auprès des managers, de coach, pour les aider. Parce que, mine de rien, on a quand même 5-6 ans d'expérience sur nos différentes thématiques. Donc moi, plutôt sur la partie développement de nouveaux produits, et Ben, plutôt sur la partie gestion optimisation des ventes, etc. Donc on a toujours ce rôle de coach, conseil. Mais après, on va être plus sur c'est quoi la vision stratégique, ça va être quoi les opportunités de croissance les plus importantes et comment on peut continuer de croître et de lever un peu les différents points de blocage qu'on peut avoir. Voilà, c'est plus stratégique et on parlait des valeurs à l'instant, un des rôles
de gérance, c'est s'assurer justement que les valeurs sont toujours présentes et fortes. Beaucoup de rôles aussi sur le recrutement, pour s'assurer que les personnes qu'on recrute correspondent à ces valeurs-là notamment. Et voilà, après, si nous, le recrutement se fait bien, après, normalement, ça va tout seul. Ça c'est l'idée. Donc, ouais, plus coaching, conseil, voilà, s'assurer d'aller bosser sur les bonnes priorités, focus sur les plus grosses opportunités de croissance et aligner les équipes dessus. Et après, je rajouterais un rôle aussi de décision. Forcément, quand il y a des décisions importantes à prendre, on essaye au maximum de déléguer pour que chaque personne, que ce soit pas forcément un manager puisse pouvoir décider même. Après, quand il y a des grosses décisions impactantes sur le business, qui peuvent voilà, nécessiter des dizaines, voire centaines de milliers d'euros, c'est sûr qu'on va regarder un peu et voilà, on va un peu challenger, mais on est plus là pour trancher. D'accord. Mais sinon, tous les jours, on ne fait pas grand-chose. On fait des interviews aussi. Génial. Est-ce que tu te souviens, tu parlais de manager, le, le moment où vous avez dû recruter le premier manager? Il y avait combien de personnes à peu près dans l'équipe? On n'a pas vraiment recruté de manager, c'est-à-dire que la D'accord. plupart des premiers employés sont devenus managers. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un en supply chain. Moi, il y avait une personne qui faisait de la supply chain, Lucille, qui est toujours à Maurice avec nous aujourd'hui. Ok. Bonjour Lucille. Et du coup, voilà, avec le temps, Lucille, ça a grossi. Du coup, elle a embauché une première personne, deuxième personne, troisième personne. Et voilà, maintenant, un pilote un service supply chain de 5 ou 6 personnes, je crois. Mais on ne l'a pas recruté pour être manager du service. Okay. Il y avait déjà quelqu'un. Donc la plupart des managers, quand ils ont commencé, c'était eux et ils ont grandi avec la boîte. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Et du coup, maintenant, ils sont devenus managers des équipes. Et vous les avez accompagnés pour qu'ils aient des compétences de manager? Ouais, j'aurais aimé te dire oui, qu'on leur a fait des super programmes de formation et tout. Non, comme je disais, on a essayé de les coacher sur leur nouveau rôle. Mais voilà, on a plutôt embauché des personnes aussi qui adorent apprendre, qui adorent les challenges et qui sont formées un peu sur le tas. Donc on aurait pu, je pense, mieux les accompagner, mieux les former. Mais voilà, ça fait un peu naturellement parce que c'est des personnes qui étaient prêtes à prendre des responsabilités. D'accord. Avec le recul, y a-t-il des choses que tu aurais fait différemment? Si tu revenais là, 5 ans en avant, avec l'expérience que tu as eue, bon, des grandes choses, hein, j'imagine que sur les emballages, tu saurais faire comment des mauvaises décisions, on a pris plein. Après, est-ce qu'on referait différemment? Je sais pas, moi j'aime pas trop. Peut-être que ce qui nous a amené là, c'est aussi toutes les erreurs qu'on a faites. Donc, tu vois, si on enlève une grosse erreur qu'on a faite, que ce soit sur un produit ou autre, peut-être qu'on n'aurait pas sorti un autre produit qui a cartonné derrière. Donc, non, pas de regrets. Ouais, je sais pas. C'est difficile de dire ce qu'on aurait pu faire autrement. Alors, c'est sûr qu'avec le recul, la vision, peut-être que. Parce que ce qui est important aussi dans le business, c'est le timing. Donc, je pense que. On a eu aussi beaucoup de chance sur le timing quand on s'est lancé en 2015, e-commerce, Amazon en Europe. On peut dire que c'est de la chance, mais on avait aussi pas mal étudié les opportunités, bien étudié le marché. Donc, en tout cas, on était au bon moment, même si ça faisait pas mal de temps qu'on faisait pas mal de veille active. Mais on était au bon moment et c'est sûr que chaque année, voilà, les gens qui utilisent Amazon notamment le savent, il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de produits. Donc c'est sûr que la densité concurrentielle s'est beaucoup accentuée ces dernières années. Et ce qu'on dit chaque année, c'est de plus en plus dur d'aller trouver des nouveaux produits parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Peut-être qu'avec le recul, on aurait peut-être levé des fonds pour accélérer encore plus à l'époque. Mais bon, là c'est bien, on n'a pas levé de fonds, on a 100% de la boîte, du coup on peut faire ce qu'on veut. Donc tu vois, c'est pas forcément, peut-être si on avait levé des fonds, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous avez un objectif là à 5 ans, à 10 ans ou pas? Ou est-ce que tu as envie de le partager? Non, alors on n'a pas d'objectif, ce qu'on dit souvent. C'est un peu le truc de l'aventure humaine et surtout notre objectif c'est de kiffer le plus longtemps possible. Donc tant qu'on kiffe ce qu'on fait, tant qu'il y a des nouveaux challenges, tant qu'on continue d'apprendre, on va continuer. On a des objectifs d'avoir des marques très fortes dans chacune des catégories, de sortir des produits qui focusent sur le client, qui apportent toujours un plus pour le client final. Essayer vraiment d'être focus dessus. À partir du moment où on arrive à continuer à sortir des produits qui fournissent de la valeur pour le client, qui sont mieux que ce que peuvent proposer nos concurrents, non. Donc on n'a pas un objectif de faire un exit ou de faire je sais pas quoi dans 10 ans. On continue de faire ce qu'on fait. Et à partir du moment où
Je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça. Si on se regarde dans le miroir le matin, on se dit j'ai pas envie d'y aller, ou une journée ça va, 2 jours, 3 jours, bon, on se posera des questions. Et c'est un peu ça, pour revenir sur le début, qu'on a dit qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre boîte? C'est pas forcément un besoin marché, on se dit oh là là, ça c'est ce produit-là, il faut trop l'améliorer. Non, c'est plutôt ce qu'on faisait tous les jours, ça nous plaisait, mais c'était sans plus. Les idées d'évolution qu'il y avait pour nous à l'époque ne nous faisaient pas rêver plus que ça. Et du coup, on s'est dit, c'est peut-être le moment de changer, quoi. Donc là, c'est un peu ça. Donc, on est plus dans ça fait un peu naze de dire ça, mais l'instant présent, mais tant qu'on kiffe, tant que les équipes kiffent, on continue. Donc pas d'objectif chiffré. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est un peu en vogue de se dire, allez, cette année, je fais le million. Cette année, voilà, au bout de 2 ans, j'atteins la barre des 10 millions. Et voilà. Non, parce qu'encore une fois, c'est pas une finalité pour nous en soi. Nous, la finalité, c'est est-ce qu'on kiffe ce qu'on fait? Est-ce que les salariés continuent de kiffer aussi ce qu'ils font? Est-ce que les clients sont contents? Et c'est plus ça nos objectifs. Très axé valeur. Qu'est-ce qu'on crée comme valeur? Valeur pour à la fois pour les clients, valeur pour nous, est-ce qu'on kiffe? Et aussi valeur pour les collaborateurs. Et si tout le monde kiffe, c'est ça le plus important. Mais moi, je préférerais faire 10 millions avec tout le monde qui est trop épanoui, qui est trop content, plutôt que faire 100 millions. Et peut-être parce que on n'a pas un lien fort avec l'argent, en tout cas, c'est pas une finalité pour nous. Mais non, c'est plutôt le kiff. Et si on décide d'arrêter, c'est soit qu'on kiffe plus, soit parce qu'on a peut-être une autre opportunité qui nous fait plus rêver, où on se dit, là, on est. Ça c'est juste ouf et on le fait. Mais pour l'instant, on ne s'y est pas, on adore ce qu'on fait. Donc les NFT peut-être. On n'est pas du tout nous dans les cryptos, les NFT. Donc non. Nous, on est assez focus sur ce qu'on fait. C'est aussi un des trucs classiques d'un entrepreneur qui a une boîte qui grossit. Il y a plein de shiny objets, désolé pour les anglicismes. Voilà, tiens, ça peut être cool, notamment quand la croissance commence à se ralentir. On se dit, il y a ça qui est intéressant, il y a Bidule qui m'a parlé de la crypto, puis tu peux faire ci, et là on peut vite s'éparpiller. Nous, peut-être une de nos forces a été, on est toujours resté focus sur ce qu'on faisait. Tiens, je te donne la parole. Écoute, c'est quoi pour toi les conseils pour scaler? J'emploie ce terme qui n'est pas très bien compris par tous ceux qui l'utilisent, mais si on devait le définir, scaler, c'est quoi? Ça serait croître, emmener à une échelle supérieure sur l'entreprise. Mais il y a toute une notion aussi de pérenniser ce qu'on est en train de faire, le faire grandir en le pérennisant. Et du coup, si tu devais t'adresser à ces entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont pour objectif de scaler, de grandir, ils ne veulent pas s'arrêter là où ils en sont, d'accord? Et ils ont déjà un product market fit, comme on dit, ils ont déjà un produit qui se vend bien, qui répond à un besoin. Et qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Parce qu'ils sont à un stade où ils vendent bien, mais en même temps, ils sont sur le point d'imploser tellement leur charge de travail elle augmente proportionnellement avec la croissance de leur entreprise. Je te prends complètement à froid là. C'est intéressant, il y a plein d'axes pour répondre à ta question. Alors, après, il n'y a pas de solution unique. Oui. Mais ce que je comprends dans ta question, c'est plutôt des gens qui ont un bon produit, un product market fit, ça marche bien, les ventes grossissent et eux, ils se retrouvent un peu sous l'eau. Donc là, j'ai l'impression que la problématique est plutôt une problématique, on va dire, opérationnelle de recrutement, de délégation. Donc je leur conseillerais de lister un peu toutes les tâches, de commencer à déléguer les tâches, même si au début c'est toujours un peu difficile, parce qu'on pense que ça va être un peu moins bien fait. Et c'est vrai, ça sera un peu moins bien fait que si c'est vous qui le faites au départ. Mais même si une personne que vous recrutez fait 80%, si vous en recrutez 2 qui font 80%, c'est déjà plus que vous. Donc ça dépend vraiment de leur facteur limitant. Est-ce que le facteur limitant, c'est justement qu'ils sont sous l'eau, ils ont trop d'opérationnel, ou est-ce que c'est d'autres trucs? Le facteur limitant, ça peut être aussi des besoins de financement, ça peut être plein de choses. En tout cas, là, ce que j'entends sur ta question, c'est plutôt, je pense que là, ça nécessite peut-être un peu de process et de délégation, de recrutement pour passer à l'étape d'après. C'est vrai que nous, on l'a fait assez tôt, ça très rapidement, on avait vite vu les tâches qui avaient une plus faible valeur ajoutée, et ça, on les a très vite sous-traitées, donc à des freelances pour commencer, ce qui nous a permis de nous libérer du temps pour focaliser sur l'essentiel. Pour l'essentiel, pour nous à l'époque, parce qu'on avait identifié ça comme vecteur de croissance, c'était sortir plus de produits. Pour sortir plus de produits, il fallait du temps. À chaque fois qu'on
qu'on sortait des nouveaux produits, il fallait les gérer. On avait besoin de personnes justement en opération pour faire les supply chain, le SAV, etc. Et voilà, on s'est dit, si on ne recrute pas ces personnes-là, derrière, on n'aura plus de temps du tout pour faire un peu l'avenir. Et c'était une de nos forces, nous, je crois à peu près 50% de l'organisation, dès le départ, même quand on était deux, c'était moi et Ben. Au début, c'était moi qui étais à 50% focalisé, 100% moi, mais du coup, ça faisait 50% sur la boîte, sur l'avenir, sur des nouveaux produits. Et Ben gérait plutôt l'existant et les nouveaux produits qui arrivaient. Et après, quasi tout le temps, dans toute la boîte, depuis 5 ou 6 ans, on a toujours eu cette répartition. Alors maintenant, c'est plutôt 20 à 25 personnes de chaque côté. Mais voilà, on a toujours la moitié de la boîte qui pense à l'avenir, aux nouveaux produits, aux futurs hits, aux futurs pépites, comme on dit ici. Et l'autre moitié qui gère ce portefeuille toujours grandissant de produits. Je ne sais plus trop pourquoi je disais ça, mais voilà, c'était aussi une de nos forces. Et le risque, c'est justement quand on n'arrive pas à déléguer, à recruter, mettre en place des process, on fait de l'opération. Et si vous faites de l'opération, la probabilité que vous sortiez des nouveaux produits, si par exemple vous avez atteint un produit market fit sur un produit, c'est cool, mais si vous en sortez, il va falloir en sortir d'autres si vous voulez croître. Si vous êtes 100% dans l'opérationnel, ça va être compliqué, quoi. Donc essayez d'avoir du temps. Alors, nous, c'était le plus facile, on était deux, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ok, super. Avant qu'on arrive sur le mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire à quoi servent ces deux petits objets qui sont sur votre table de réunion? Pour être honnête, c'est pas utilisé à 100%. Ça, c'est un magnifique sablier, comme tu le vois, made in Maurice, qui permet juste de s'installer de 30 minutes pour pas que la réunion dure trop longtemps. Donc de temps en temps, on le fait. Après, clairement, moi, je ne suis pas l'exemple. Je l'oublie très souvent. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal pour justement pas avoir des réunions qui durent 3 heures. D'accord. Mais bon. Là-dessus, je sais pas. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Tu nous as dit aujourd'hui que c'est le jour Il y a pas mal de réunions le lundi, le vendredi, parce qu'on a tous les one-on-one, donc les points individuels entre les managers et les personnes de leurs équipes. Du coup, il y a pas mal de réunions pour planifier la semaine, faire le bilan de la semaine écoulée. Donc lundi, vendredi, il y a pas mal de réunions qui sont prises. Du coup, l'autre objet, c'est un magnifique. Ça c'est pas très joli. Je sais pas s'il marche. Voilà, donc ça marche. C'est un magnifique mégaphone pour gueuler sur les équipes quand on bosse pas très bien. Non, je sais plus. Alors nous, on aime bien le fun. À la base, c'était pour crier dans les bureaux un peu loup de Wall Street. Non, je déconne. On l'avait fait juste pour rigoler et on l'a jamais trop utilisé parce qu'il est un peu pourri. Allô? Ça marche. Ah si, peut-être. Ah ouais. Et du coup, après, on a acheté son grand frère qui est beaucoup plus gros et voilà. Donc non, on met ça dans la salle de réunion, mais on l'utilise jamais. Mais voilà, ça met un peu le petit côté fun dans le petit clin d'œil au côté fun. Génial. J'aurais pu faire l'interview comme ça. Comme ça, c'est mieux. C'est très compliqué. Donc non, on ne l'utilise pas vraiment. Donc c'est plus de la décoration, mais c'est pour rappeler le petit côté fun de la boîte. Très bien, super. Alors, en tout cas, on retrouve un peu partout le côté fun. Je l'avais déjà dit dans le premier entretien, parce qu'en fait, ils ne le savent pas, ceux qui regardent cette vidéo. Eh oui, c'est la deuxième, c'est pour ça. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est la deuxième. Il n'y aura pas de troisième, c'est sûr. Donc le son, j'espère qu'il marchera. Et d'ailleurs, je te remercie beaucoup pour ta patience, Maxime. Mais quand même, je te donne la parole pour un dernier mot. Comme tu sais, cette chaîne s'appelle Biz Team, en référence aux abeilles. Ce n'est pas biz de business, c'est B-E-E-S. D'accord ? Pour faire référence à toutes ces personnes qui travaillent dans les entreprises et les font fonctionner comme les abeilles au sein d'une ruche. C'est beau. Hein. Merci. Du coup, est-ce que tu voudrais dire un mot à toute ton équipe qui travaille aujourd'hui dans la ruche BMS internationale? D'accord, donc ça c'est pour les gens de l'équipe qui vont regarder la vidéo. Exactement. Donc si tu veux les regarder… Ah non, c'est là, c'est là. Tu peux les regarder là. Oui, c'est là, derrière moi, oui. Non, je ne sais pas si on leur dit assez fréquemment, mais en tout cas, nous, on est très, très contents, très fiers de les avoir avec nous. On est convaincus que les résultats qu'on a actuellement, c'est aussi grâce à eux, donc grâce à vous, si je regarde là-bas. Et là, on est super fiers, c'est que, en dehors des résultats chiffrés qu'on peut avoir, vraiment avoir su garder cette cohésion d'équipe, être fidèle à nos propres valeurs et qu'on n'ait pas oublié ça sur le chemin de la croissance. Donc, merci à vous pour ça. Super. C'est bon, c'est là. C'est là. Merci beaucoup Maxime pour ce mot de la fin. Tu nous as donné beaucoup de ton temps, beaucoup de valeur. Je pense que les personnes vont adorer. J'espère revenir te voir. On avait dit d'ici 1 an. Hein? Allez, pas de problème, tu verras. Alors là, ça sera plein de surprises d'ici 1 an. Ça sera encore plus gros. Génial. Normalement, ces bureaux-là, on a encore là quelques temps. On avait pris grand exprès. Ok, super. Merci beaucoup. Je te fais un check de Covid-free. Allez, bonne journée et bonne continuation. Merci. Bye bye.